Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ou 40. Un inspecteur arrive dans une banlieue parisienne en voiture. Il lui a fallu attendre 5 heures, cette voiture. C'est une drôle de pagaille au quai des Orfèvres, comme partout hélas. Les administrations qui s'étaient repliées en province reviennent sans revenir, tout en revenant. Parce qu'il y a la zone libre et la zone occupée, le gouvernement à Vichy, le maréchal. Mais tout ça ne serait pas trop grave s'il n'y avait pas les Allemands ici, à Paris. Notre policier est un ancien combattant de 14-18. Après avoir passé 4 années dans les tranchées et avoir été blessé 2 fois pour empêcher les Allemands de passer, les retrouver à la terrasse des cafés dans Paris 20 ans après, mettez-vous à sa place. Pour lui, la victoire allemande, c'est surtout une défaite française, presque une défaite personnelle. Un sentiment d'inutilité, d'échec. Et la défaite a été tellement foudroyante, complète. Les Allemands paraissent tellement puissants que leur présence ici prend un caractère définitif, fatidique. Et au milieu de tout ça, une bonne femme qui tue son bonhomme. On vient de vivre une tourmente épouvantable, des millions de gens sur les routes, l'effroi, la panique, les mitraillages, la faim, les cris, les larmes, et une dame Merlin éprouve le besoin d'en rajouter en trucidant Monsieur Merlin. Le policier se retourne et prend une petite serviette de cuir sur la banquette arrière, car le chauffeur vient d'arrêter la voiture devant la porte modeste d'un jardin, modeste, au milieu duquel s'élève une petite maison, modeste. En sortant de la voiture, le policier, au fait, j'ai oublié de vous le dire, il s'appelle Edmond Labarthe. Il est petit, large, légèrement bedonnant, le visage carré, les cheveux rares, une moustache grise, une petite cicatrice sous le menton, trace de la balle qu'il a cueillie au moment où il sortait de sa tranchée 20 ans plus tôt et qui est ressortie de l'autre côté de la face, sous l'oreille. Il a un fils et une fille, mariés. Celle-ci est revenue la semaine dernière de Beaugency, où elle s'était repliée avec ses 2 enfants. Son gendre est prisonnier et son fils à Toulon, dans la marine. Donc, sortant de voiture, Edmond Labarthe reste un instant immobile, sa serviette à la main, contemplant la maison, hochant la tête. Quand on a eu la chance, pense-t-il, de passer à travers tout ça sans trop de problèmes, et qu'on trouve le moyen de tuer son mari, c'est vraiment qu'on a une case de vide. Et c'est dans cette disposition d'esprit qu'il pousse la petite porte en fer qui grince. Dès qu'il entre dans le jardin, l'inspecteur Labarthe voit s'ouvrir la porte de la petite maison. C'est un agent en uniforme qui vient au-devant de lui. « Le commissaire est là ?» demande Labarthe. « Nous l'attendons, il n'a pas pu rester. »« Je m'en doute, dit Labarthe, qui sait que le commissaire de cette banlieue perdue doit avoir autre chose à faire que d'attendre les gens de Paris pour une histoire de crime domestique alors qu'il doit s'occuper d'organiser la lutte contre les pillards, des distributions de vivres à la mairie, faire face aux réquisitions des Allemands, compter les litres d'essence en stock, tout ça en contrôlant des milliers de cartes d'identité, recherchant des disparus, des casiers judiciaires hypothétiques, en surveillant les malfaiteurs, soi-disant patriotiques, que les prisons grandement ouvertes ont remis en circulation, etc., etc. Une petite entrée avec le traditionnel meuble porte-vêtements, porte-parapluie muni d'une glace. Cette glace dans laquelle on ne voit rien lorsque les vêtements sont accrochés. Mais là, il n'y a aucun vêtement. Et l'inspecteur Labarthe y entrevoit une silhouette douloureuse, celle de la femme qui attend assise à la table de la petite salle à manger. Tiens, je la voyais pas comme ça, se dit l'inspecteur. Il se retourne et entre dans la pièce. La femme se lève. Elle est blonde, douce, timide, la quarantaine. Une robe imprimée, sans doute celle des dimanches. Dans un fauteuil-lit repliable, une jeune fille, plutôt une gamine à peine formée d'environ 15 ans. Assis sur le bras du fauteuil, le type même du petit sauvage de banlieue, petit trapu, probablement 18 ans.
Lorsqu'il a vérifié qu'il s'agit de la meurtrière Madame Merlin, de son fils Roger et de sa fille Annette, l'inspecteur Labarthe s'assoit à la table. Pour ne pas perdre de temps, il demande à la femme Merlin de lui répéter ce qu'elle a déjà raconté au commissaire. C'est une histoire d'une banalité à pleurer, mais que la voix douce, basse, un peu rauque de la femme Merlin rend poignante. Son mari, André Merlin, était un alcoolique, il avait toujours bu. Mais lorsqu'il était jeune, elle n'avait pas compris que c'était une maladie. Elle vient seulement de le comprendre maintenant, qu'il est mort. Elle croyait qu'il buvait parce qu'il aimait bien l'alcool, parce qu'il était gai, bon vivant, et puis, il avait un métier assez dur, journalier dans les entreprises agricoles de la région. Il passait sa vie en plein air et elle croyait que, comme tous les travailleurs de force, il lui fallait du vin pour qu'il ait du muscle, qu'il résiste à la fatigue. Ils ont eu 2 enfants, Roger et Annette. Très vite, la vie est devenue insupportable. Son mari rentrait tard, quelquefois sombre et furieux, d'autres fois exubérant, surexcité, mais toujours aussi terrifiant. Ah, ces attentes de la mère et de ses enfants assis près de la table, où la soupière refroidit. À quelle heure va-t-il rentrer? Comment va-t-il être? Que va-t-il dire? Et surtout, que va-t-il faire? La purée se dessèche sur le coin de la cuisinière, et tous les 3 attendent le grincement de la porte du jardin. Ils l'attendent parce qu'ils ont faim et qu'ils voudraient bien aller se coucher. Ils l'attendent et ils le craignent. Quelquefois la mère dit « Bien, je crois que vous pouvez manger les enfants, papa ne rentrera pas dîner ce soir. » Alors les enfants font « Ouf !» et la femme sait qu'elle sera seule cette nuit, face à son mari. Oh, ce n'est pas que les enfants constituent un rempart, car les méthodes d'éducation de Roger Merlin les ont écrasés une fois pour toutes. Celui-ci frappe, selon un rite immuable. 5 coups pour un oubli, des coups de bâton, bien entendu. Tenez, monsieur l'inspecteur, le bâton est là, dans le porte-parapluie. 10 coups pour un refus d'obéissance, etc. La malheureuse Madame Merlin plaçait tous ses espoirs dans ses enfants. Elle pensait que lorsqu'ils seraient grands, tous 3 pourraient faire front. Mais surtout qu'ils pourraient échapper à l'emprise de leur père, s'échapper, être heureux. Roger est apprenti radioélectricien et Annette devenait petit à petit une jeune fille qui un jour se marierait. Quant à elle, franchement, elle n'y pensait pas. Pour elle, l'essentiel, c'était d'élever, de défendre ses enfants. Elle ne voyait pas plus loin. Elle avait compris que sa vie avait pris une mauvaise route, qu'elle avait été trop avant pour s'en sortir. Hélas, les légitimes espoirs de la pauvre femme étaient déçus, la cruauté, la fureur de son mari grandissaient chaque jour, déjouant tous ses calculs. À cela s'ajoutait un cynisme tel qu'il en était venu à proférer des menaces odieuses contre Annette. « Quelle menace ?» demande l'inspecteur Labarthe. Tous les 3, la mère, les 2 enfants, ne veulent rien dire. « On ne peut pas vous répéter ça, dit le fils. » La fille, Annette, se met à pleurer. Sa mère dit simplement « On avait peur. » Et peur de quoi? Je me mettais toujours entre elle et lui. À la fin, le soir venu, j'attendais qu'il rentre. Ici, je ne me couchais jamais avant qu'il ne soit couché. « Et la guerre ?» demande l'inspecteur. « La guerre ?» Tous 3 le regardent étonnés, et l'inspecteur Labarthe éprouve une impression curieuse et il comprend. La guerre? Mais elle était là, à domicile, dans cette maison depuis 20 ans. Alors l'autre guerre, c'était vraiment la guerre des autres. On n'ose pas dire la guerre des gens heureux, la guerre des gens qui n'ont rien d'autre à faire que faire la guerre. Alors l'inspecteur ne parle plus de la guerre. Il comprend qu'elle est passée tout autour, qu'elle a léché le grillage du jardin, qu'elle n'a été qu'un sujet d'excitation supplémentaire pour ce dictateur domestique. Comment s'est passé... Enfin, racontez-moi comment il est mort. Car l'inspecteur se sent incapable de prononcer certains mots à propos de cette femme fragile, crispée à la table, tellement crispée que sa fille vient s'asseoir près d'elle et lui prend la main. Le regard de la fille pour sa mère est réellement bouleversant. L'inspecteur Labarthe, qui en a vu pourtant de toutes les couleurs et n'est pas particulièrement sensible, a l'impression que la fille est soulevée par un sentiment d'amour et de reconnaissance éperdue, et en même temps qu'elle veut la soutenir, comme si l'instant le plus difficile était à venir, comme si avoir tué son mari n'était rien.
en regard de l'épreuve que constitue le récit de ce meurtre. L'inspecteur sait que, quelquefois, le meilleur moyen d'aider celui dont on attend l'aveu, c'est de le rudoyer. « Allons, parlez !» dit-il d'un ton bourru. Ce soir-là, raconte la femme, il est rentré un peu plus tôt que d'habitude. J'étais là-haut dans ma chambre. Je n'avais pas dormi de la nuit. Quand je l'ai entendu arriver, j'ai enfilé ma blouse pour descendre. Lui, il appelait Annette. Comme elle ne répondait pas, il a crié des mots horribles. Quels mots? Je ne peux pas les répéter. Il faudra bien pourtant. Oui, mais pas là. Bon, continuez. Je suis descendu en courant. Mon mari était déjà dans la cuisine, son bâton à la main. Il menaçait Annette et l'obligeait à se déshabiller. Quand j'ai vu ce qu'il voulait faire, j'ai pris la hachette qui était près de la cuisinière avec le bois à brûler et j'ai frappé là, à la nuque. Combien de fois, demande l'inspecteur. Je ne sais pas, dit la femme. Comme elle laisse tomber sa tête sur la table, l'inspecteur comprend mal ce qu'elle dit ensuite. Il comprend vaguement qu'elle dit plusieurs fois. L'inspecteur regarde le fils et la fille. Le fils, les dents serrées, dit « C'est vrai ». La fille qui tient sa mère dans ses bras et lui embrasse les cheveux, lève la tête un instant pour confirmer. « Oui, monsieur, c'est vrai. Ça s'est passé comme ça. » « Bon, dit l'inspecteur en se levant, puisque vous le dites. Mais j'ai besoin de vérifier. Pour la police, il ne suffit pas de s'accuser d'un crime. Vous comprenez? Ils comprennent. Ils comprennent sûrement. Il n'y a qu'à voir leur regard et l'attitude de la femme qui s'est redressée brusquement. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Au commissariat de la petite banlieue, l'inspecteur Labarthe a l'impression de s'occuper d'une affaire d'un autre âge. Les gens vont et viennent, il y a des voitures devant la porte abandonnées, avec tous leurs bagages, des réfugiés qui reviennent, des vieillards malades, des parents qui ont perdu leurs enfants, un car bourré d'orphelins qui attendent qu'on trouve une solution à leurs problèmes. Ils ont trouvé à leur retour l'orphelinat occupé par les Allemands. Et lui, il demande à voir la pièce à conviction. Où elle est la pièce à conviction? Quelle pièce à conviction? Ah voyons, la hachette. Ah oui, l'affaire Merlin. On trouve la hachette dûment étiquetée dans un petit sac, dans un tiroir du commissaire. Et le corps? Le corps de qui? Le corps de la victime. Ah oui, le corps. Qu'est-ce qu'on a pu faire du corps? Finalement, le corps, il est à l'hôpital. On doit l'inhumer demain. Est-ce qu'on a fait une autopsie? Une autopsie? Évidemment, c'est ridicule de poser cette question. Le médecin légiste est à Bordeaux. Et tout ce petit monde a autre chose à faire qu'immobiliser une voiture pour transporter un cadavre. Finalement, le médecin qui a examiné la victime veut bien répéter à l'inspecteur Labarthe les termes de son rapport. André Merlin a succombé à la suite de 5 coups de hachette qui ont frappé la nuque horizontalement avec une grande violence. Comment cela, horizontalement? Comme ça. Et le médecin mime le geste d'une main qui frappe en tenant une hachette presque à l'horizontale. Et vous dites que les coups étaient violents? Oui, ils ont brisé la colonne vertébrale. Il faut une grande force pour frapper comme ça. Oui. Mais une femme désespérée et furieuse peut avoir cette force. Et puis, d'après ce qu'elle raconte, l'homme était légèrement penché en avant. Enfin, l'inspecteur réussit à avoir le commissaire. Le procès-verbal de la déclaration de la femme Merlin est rigoureusement identique au récit qu'elle vient de lui faire. C'est le fils qui est venu chercher la police après le meurtre de son père. André Merlin gisait en effet dans la cuisine, frappé de 5 coups de hachette à la base du crâne. La femme Merlin les attendait. Elle a dit tout de suite « C'est moi qui l'ai tué ». Ce drame n'étonne pas le commissaire. De son vivant, André Merlin, déjà brutal et cynique à jeun, devenait une bête déchaînée lorsqu'il avait bu. Y a-t-il eu d'autres témoins? Non. Enfin, si, un petit voisin de 7 ans était dans la maison. Et alors, il n'a rien vu? Non, il sortait, ayant entendu entrer André Merlin. Il a entendu des cris sans y faire attention parce que c'était fréquent. Vous voulez le voir?
Il n'a vraiment rien vu? Non. Alors c'est pas la peine. Pourtant, l'inspecteur Labarthe retourne à la petite maison des Merlin. Il demande à voir la femme seule à seule. Là, il la prend par les épaules, la secoue un peu comme pour ébranler sa volonté. Vous savez ce qui vous attend? Je sais. Les assises? Même si le jury est indulgent, et il le sera, vous irez quand même en prison, plusieurs années de prison. Vos enfants sont encore jeunes, surtout votre fille. Alors, vous avez vraiment tué votre mari? Oui. Montrez-moi comment vous avez frappé. Je ne m'en souviens plus. J'ai frappé, c'est tout ce que je peux dire. Bien. J'espère que les jurés vous comprendront. Au mois de mars 1941, Madame Merlin paraît devant les jurés de Seine-et-Oise. Son avocat n'a pas de mal à les convaincre d'être indulgents. Le tableau de la vie épouvantable qu'elle menait avec ses 2 enfants est confirmé par tous les témoins. C'est vrai qu'elle devait dormir avec à portée de la main pour se défendre une barre de fer. C'est vrai que le jour du drame, il avait entrepris sur sa fille d'odieuses violences. Les jurés condamnent la veuve Merlin à 5 ans de prison avec sursis. Mais il y a dans la salle un homme qui regarde la malheureuse petite femme, douce et timide, quitter le banc des accusés. Cet homme, c'est l'inspecteur Labarthe. Et il est convaincu, lui, que Madame Merlin n'a pas tué son mari. La vie reprend son cours après le procès de Madame Merlin. Toute la France, Paris et la petite ville de banlieue où le drame s'est déroulé se sont installés dans la guerre. Le fils de Madame Merlin fait une méningite cérébrospinale, échappant ainsi au STO. La fille se marie, puis c'est le départ des Allemands. Madame Merlin est seule, dans la petite maison désormais vide. C'est alors qu'après 2 années de vie solitaire, elle épouse son voisin, un veuf, le père de ce petit garçon qui est sorti de la maison au moment même du meurtre. De ce jour, son fils, qui s'est marié presque en même temps et s'est fixé dans les Ardennes, où il a créé un commerce de radioélectricité, change brusquement d'attitude. Au lieu de venir souvent, comme il le faisait jusqu'alors, il semble la fuir. Et les rares visites qu'il fait semblent bien courtes aux gens du voisinage. Finalement, en août 1949, donc 9 ans après, une lettre anonyme parvient au commissaire de la petite banlieue. Elle est claire et nette. Une erreur judiciaire a été commise, dit-elle. Ce n'est pas Madame Merlin qui a commis le meurtre. C'est son fils, Roger. Le commissaire interroge par téléphone l'inspecteur Labarthe qui a pris sa retraite. Qu'en pensez-vous? Oh, c'est très probablement vrai. Mais à quoi bon? Peut-être en effet le commissaire aurait-il oublié cette lettre anonyme si la même n'avait été envoyée au ministère de l'Intérieur et au garde des Sceaux. Roger Merlin reconnaît alors les faits sans difficulté. Oui, c'est lui qui a tué son père. Ce jour-là, son père avait frappé sa mère et sa sœur. Il n'avait cessé de les insulter de la journée. S'étant absenté l'après-midi, il est rentré assez tôt. Roger se tenait dans l'atelier à côté du pavillon lorsqu'il entendit son père appeler Annette et redoubler d'injures. Alors il n'y tint plus. Il est entré dans la cuisine, décidé à user de sa force. Mais voyant son père brutaliser sa sœur, une envie de meurtre l'a envahi. Et par derrière, sans rien dire, il l'a frappé de plusieurs coups de hachette. C'est à ce moment-là que sa mère est intervenue. Elle, si douce, si timide, d'un geste brusque, elle a saisi la hachette pleine de sang. « Dites que c'est moi », a-t-elle ordonné. « Vous entendez? C'est moi. » Seulement voilà. Si le commissaire l'a cru, si le médecin l'a cru, si les jurés l'ont cru, un petit garçon, lui, ne la croyait pas. Le fils du voisin. Il a parlé à son père. Et lorsqu'elle a épousé son père, elle a été obligée de lui dire la vérité. Ça commençait à faire beaucoup de gens dans le secret d'un seul coup. Et le fils s'est inquiété. Sans doute, n'a-t-il jamais compris la portée réelle du geste de sa mère et jusqu'à quel point pouvait aller son sacrifice. Il a une femme, elle attend un enfant. Il a craint qu'un jour la vérité ne revienne.
que quelqu'un parle dans la famille ou dans le voisinage. Alors il s'est fait menaçant. Le petit garçon a raconté à un autre voisin ce qu'il a vu. Roger conseille au voisin de se taire. Le voisin a peur et il écrit la lettre anonyme. Lorsque Roger passe à son tour devant les assises, 10 ans après le meurtre de son père, l'accusation a beau le dépeindre comme un garçon violent, assez égoïste, les jurés ne peuvent oublier qu'il doit sans doute ce caractère à l'éducation effroyable qui fut la sienne. Ils ne peuvent oublier non plus qu'en le condamnant lourdement, ils vont rendre inutile le sacrifice de sa mère. Et puis, une phrase que la fille Annette va répéter va faire beaucoup pour sa défense. Au moment où Roger a frappé, Madame Merlin s'est jetée sur sa fille pour la prendre dans ses bras et lui a dit « N'aie plus peur, mon enfant. Nous sommes sauvés. » À cause de cette phrase, sans doute, Roger Merlin ne sera condamné qu'à 5 ans de prison avec sursis. La même peine exactement à laquelle avait été condamnée sa mère pour un sacrifice d'autant plus grand qu'il fut inutile. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.